Aujourd'hui, on est toujours au milieu du chantier, ça se voit pas, j'ai réussi à préserver le décor, on va voir combien de temps ça dure. Un chantier à peu près permanent, perpétuel, évidemment littéraire, évidemment toute autre chose en même temps parce qu'on refait mon appart, quoi, voilà. Et c'était évidemment le moment, ou absolument pas, de relire plutôt un grand classique de la science-fiction et de la littérature pétainiste, Ravage, de Barjavel. Alors je vais le montrer en liseuse parce qu'en fait j'ai rallumé la liseuse exprès pour, mais je l'ai lu sur ordi. Donc il s'agit d'une édition que je connaissais pas, moi j'avais une édition je crois Folio. C'est pas un livre que j'ai étudié comme beaucoup de gens ont pu le faire hein, en établissement scolaire. Ma mère m'a dit en 5e, Clément, mon frère, je crois que c'était fin collège, début lycée. Enfin, c'est un livre qui est toujours au programme scolaire. En fait, moi, c'est le fichier pub que j'ai téléchargé. Il était hors de question que j'achète Ravage, d'abord parce que je l'ai déjà. Et puis en plus, là, moi je lis beaucoup plus vite en électronique qu'en papier. Et je lis en ce moment très 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 vite parce que là, en fait, je savais ce que je cherchais dans le bouquin. Je ne l'ai pas lu par plaisir de la redécouverte et c'est venu un peu comme ça. Alors... écrit en 42, publié en 43. C'est une façon de dire tout et à peu près tout. C'est-à-dire qu'un livre sur ces périodes-là, il sera au mieux, comment dire, inoffensif politiquement, ce qui n'est pas grave. Alors quand je dis paru, évidemment, je veux dire paru de manière publique, hein, mais on va quand même se rappeler que le pétainisme va avec un système de censure un peu accru, ce qui fait partie des raisons pour lesquelles, voilà, enfin, c'est un livre qui est réellement dans le Panthéon, et j'ai compris pourquoi en le relisant. Parce que c'est un livre qui est quand même assez bien, et en même temps c'est quand même archi pétainiste. Et on va essayer un peu de détricoter ça, et d'expliquer pourquoi c'est aussi gênant comme bouquin, et comment en fait c'est gênant dès le départ, et c'est pas juste la fin qui est gênante. Petit aparté sur... moi j'avais une liseuse que j'adorais et que j'ai oublié quand je bossais en IUT, que j'ai oublié dans un bureau, et depuis c'est toujours une Kobo, mais je m'y suis jamais faite comme à celle d'avant. Et depuis, voilà, j'ai un peu perdu l'habitude de lire en liseuse, ça reviendra peut-être ou pas. En tout cas là, je me suis dit que c'était l'occasion de la rallumer, c'est-à-dire que je vais la recharger, mais je lis plutôt moi directement sur mon ordinateur pour une raison très simple qui est que je surligne aussi mes propres livres et que je fais des copier-coller. Donc voilà, j'ai un nombre assez saisissant de bouquins hein, dans mon ordi, surtout que les bouquins ça prend pas de place. J'ai aussi des vidéos, etc. La musique pour moi c'est toujours en ligne, par exemple, ou quasi toujours, et en CD. Mais c'est vrai que j'ai perdu l'habitude de mettre les CD comme les DVD. Voilà, j'ai des CD et surtout des DVD d'ailleurs. Mais j'ai pas trop l'habitude de lancer les lecteurs. Mais ça, on verra quand les travaux seront finis parce que ça fait partie des chantiers qui sont justement en cours et en réflexion. Et en réflexion, j'ai envie de dire. Donc voilà, en tout cas, je l'ai lu avec l'application livre de mon Mac, parce que moi je travaille sur Mac et ça fait longtemps, notamment pour le montage. Alors, là je reprends l'ordinateur pour lire des passages, etc., parce que justement j'ai surligné. Un premier élément, on m'a demandé il y a quelques temps d'expliquer comment je faisais des fiches de lecture, et j'ai répondu que je vais certainement pas faire une vidéo là-dessus, j'essaie de le répondre plus gentiment, mais moi je ne fais pas de fiches de lecture ou assez peu. Très concrètement, en fait, il y a des corpus qui me serviront longtemps. Ça, c'est le corpus des féministes 19e, c'était le corpus Renan. Et là, je fais des très longues fiches de lecture qui sont juste des corpus de citations, dans lesquels je vais chercher, notamment parce que ce sont des corpus de textes où il n'y a pas forcément eu d'ossérisation, c'est-à-dire de mise au propre numérique pour pouvoir faire des fouilles. Mais si on a des textes qui sont propres, et notamment en ossérisation, finalement ce que je fais n'a pas forcément de sens. Mais moi, ça me permet d'avoir une appropriation personnelle en tapant de la citation. Hein. C'est un truc que je faisais déjà à l'agrég à la main, mais au moins d'avoir un fichier derrière que j'utilise est quand même un peu plus utile. Et on retient un petit peu mieux à la main qu'à l'ordi, mais à l'ordi, on va avoir un peu ça. Et sinon, je recopie directement les citations là où je suis en train d'écrire, ou dans le fichier de destination. C'est pas forcément dans le lieu où la citation va apparaître, et parfois elle n'apparaît pas. Donc à chaque fois que j'écris, j'ai un fichier avec le même titre qui s'appelle reliquat,
et parce que ça me permet de faire des coupes beaucoup moins douloureuses, parce que je les mets dans le dossier reliquat qu'en fait je ne relis jamais, mais je me dis que c'est pas perdu, et c'est assez rare, sauf pour des textes majeurs, que je fasse des fiches, et pour moi une fiche c'est un corpus de citation. Mais ça, c'est une façon littéraire de procéder. Alors, je vais aussi souvent mettre des passages, on va dire, les grandes lignes argumentatives s'il y en a besoin, mais globalement, les citations me permettent de le retrouver. Et parfois un tout petit résumé, mais je ne fais rien d'autre. Et ce que je fais le plus, c'est d'écrire dans les livres. Là, est-ce que j'ai un livre? C'est-à-dire, en fait, alors je ne surligne pas dans les livres, je passe au crayon. Voilà, toujours au crayon papier. Bon, voilà, je mets des ronds, enfin des petites vagues sur les côtés, je mets enfin, des arcs de cercle, des fois j'écris, alors je réécris aussi, hein, je suis quelqu'un d'assez abominable, c'est-à-dire que si c'est mal écrit, je réécris dans mon bouquin. Et je commente directement les points, voilà, les plus majeurs pour moi. Et je vais mettre aussi les passages les plus significatifs, je les écris sur les pages de garde. Je recopie pas les citations là, je mets juste les numéros de page et éventuellement un mot-clé pour les retrouver vite. Et quand je sais que je vais beaucoup étudier le livre, je vais mettre beaucoup de mots-clés pour circuler et favoriser une circulation dans le livre. Je peux pas de post-it, ça me gonfle. Et puis en fait, c'est pas écolo le post-it. Alors ça reste du papier, mais rajouter du papier au papier, bon, voilà. Mais c'est comme ça que je fais, c'est-à-dire économie minimale. Et j'ai tendance à ne plus lire, quand je parle d'un point de vue professionnel, que parce que je me pose une question. En tout cas, là, voilà, je suis en plein rush de rédaction encore pour quelques mois. Je n'ai pas le temps d'explorer de manière plaisante, et je pense que ce temps, je ne l'aurai plus dans ma vie, ou de manière très marginale. Mais voilà. En revanche, ça m'arrive d'acheter des bouquins parce que je sais de les télécharger ou machin, mais je sais qu'ils vont être importants, ou de les repérer, mais je ne vais lire d'une manière assez utilitaire. En revanche, cette manière utilitaire, elle peut être très capricieuse. Elle est plaisante, hein. Ah. Et il y a des moments, enfin, des espèces d'impulsions où je vais voir un bouquin, etc. Là, honnêtement, Ravage, dans mon projet actuel, bah, c'est pour un projet actuel, c'était absolument pas anticipé, mais c'est venu d'un coup comme une évidence. Alors moi, c'est un bouquin que j'ai lu dans le secondaire, je crois pas l'avoir lu en cours, mais bah, il y a eu des grandes étapes de lecture dans mon cursus, on va dire primaire et collège, c'est-à-dire début primaire, j'ai eu un énorme moment, mythe, légende. Il y avait des éditions Milan 2 théâtre, Milan 2 contes, etc. Je les lisais absolument tous. Mais ouais, j'ai été une gamine, j'allais dire passionnée de lecture. Moi, j'étais en compulsion de lecture quand j'étais gamine, au point qu'on m'a fait passer du côté adulte avec 2 ans d'avance parce que j'avais fini la partie médiathèque de ma ville. Alors bon, c'était pas la plus grande médiathèque de France évidemment, mais et je n'allais pas que dans cette médiathèque. Ma mère m'amenait dans d'autres bibliothèques. Et donc voilà, il y a une grosse partie contes légendes. Alors puis je lisais plus les trucs de 3 ans quand j'en avais 10 quoi. Hein, donc il manquait quelques bouquins à droite à gauche, mais il y a vraiment eu un moment où je ne savais plus quoi emprunter parce que je n'avais pas tout lu, mais j'avais lu tout ce que je pouvais ou avais envie de lire. Et bon, bah, le reste ne me faisait pas envie. Et je me suis retrouvée à lire des choses qui n'auraient jamais dû être du côté enfant, comme Blonde. Alors non, il y avait Moi Marilyn, qui était une version jeunesse, je crois, de Blonde, et j'ai pu lire Blonde à 12 ans, ce qui est beaucoup trop jeune, comme Lolita, etc. Et sur ma partie CM1, CM2, j'ai eu un gros moment horreur et SF, où, et là un peu aussi sous les encouragements, ou avec les encouragements de mon père, j'ai lu pas mal Asimov, plutôt côté robot, Fondation j'ai lâché, ça devenait probablement trop compliqué, puis ça m'a saoulé. Beaucoup de Stephen King, donc là je veux dire globalement sur le CM1, 6ème, sur ces années-là. Et beaucoup trop de Stephen King parce que j'ai eu peur longtemps. Alors j'avais commencé par Bernard Werber et Stephen King était à côté, c'était aussi des gros bouquins, donc je suis passée de l'un à l'autre. C'était les rayons un peu ados, en fait. Alors le vrai rayon ado, il était côté adulte, et ça a d'ailleurs été assez dur d'arriver côté adulte. Mais j'avais 10 ans. Et je crois que c'est ça, que j'avais 10 ans, ou 11 ans, enfin c'était quand même assez jeune. Je sais plus si on pouvait passer côté adulte à 12 ou 14. Et ouais, ça c'est sûr que j'étais au collège. Alors j'aurais encore eu le droit de passer côté enfant, mais du jour où j'ai eu le droit de passer côté adulte, j'aurais eu l'impression de déroger, ce qui est idiot. Mais voilà, c'était
Et ça m'a amené d'ailleurs à lire des textes avec pas mal de scènes de cul, ce qui n'était pas une bonne idée. C'est dans ces années-là que j'ai lu Ravage. Alors je sais pas si c'était côté, on va dire, jeunesse ou ado, parce que je me suis quand même beaucoup cantonnée au rayon ado pendant un temps pour des raisons évidentes, parce que j'étais ado, quoi. Et même jeune ado. Et c'était, voilà, c'est vers là que j'ai lu Ravage, je me souviens plus précisément, mais clairement au collège, à une époque où j'ai aussi lu Orwell, Le meilleur des mondes, etc., et sans forcément tout comprendre, mais où j'ai eu une grande appétence pour les dystopies. Et ça allait dans ce mouvement qui allait des fourmis à la littérature horrifique, avec des choses assez diverses, quoi. Des littératures d'imaginaire, jamais lu de fantasy. Ça, c'est vraiment un truc... j'avais essayé Tolkien, je me suis vraiment fait chier. Le Hobbit comme les Seigneurs des Anneaux, mais j'ai jamais lu plus de 15 pages parce que vraiment je m'ennuyais. Et je m'ennuie toujours quand je lis ça. Voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, c'est pas mon truc. Même en BD, c'est même pas ce que je préfère. J'aime bien La quête de l'oiseau du temps, mais en vrai, ça fait pas partie des BD, par exemple, que je veux garder, relire, etc. L'horreur m'intéresse beaucoup plus que la fantasy. Je ne sais pas pourquoi. Et je n'ai pas d'explication. Et c'est pas grave. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai lu Ravage, et Ravage m'a déplu très vite, je pense vers la 3e, lui à un âge un peu normal, avec déjà des questionnements politiques, et je me souviens en avoir parlé quand j'étais en seconde, avec mon amie Alice de l'époque, qui était très politisée, alors voilà, et avec qui d'ailleurs j'ai envie de parler qu'en première. Quand est-ce que je l'ai lu exactement, je ne sais pas. Je lisais énormément, vraiment énormément. Et c'était voilà, c'est Alice la première qui m'a dit que c'était quand même un roman vraiment de droite et fasciste. Et je dois avouer que moi, c'est pas des mots que j'avais, c'est pas des définitions que j'avais en tête, je ne savais pas ce que ça signifiait. Je savais quand même que globalement la gauche c'est bien, la droite c'est mal, ça par contre c'était déjà à peu près en place. Je caricature évidemment, mais je viens d'une famille de sensibilité plutôt à gauche, je le suis de manière beaucoup plus, j'allais dire raide, pas forcément raide, mais beaucoup plus conscientisée et avec une formation politique plus forte que celle, pas forcément de mes parents, mais que m'ont transmise mes parents. Voilà, mais c'était, j'ai envie de dire, de gauche tranquille, comme une évidence, mais comme une évidence d'aller manifester, des choses comme ça, mais voilà. Pour moi, c'était être un extraterrestre que d'être de droite. Quand j'étais en collège-lycée, et les premières filles de droite que j'ai rencontrées quand j'étais au lycée, pour moi, c'était un non-sens. Vraiment, ce sont des choses que je ne comprenais pas. Le Pen a été au second tour en 2002 quand j'étais en 3e. Et donc, mon année de 3e, c'est le 11 septembre 2001 en septembre, donc. Et Le Pen au second tour au 2e semestre. Autant dire que ça part, c'est donc le 3e trimestre. Autant dire que ça n'a pas été ma meilleure année à ce niveau-là, mais en revanche, à un niveau politique, il s'est passé suffisamment de choses pour que je m'intéresse vraiment à la politique, quoi. Là, à ce moment-là, et ça, c'est vraiment devenu quelque chose d'important. Mais au moment où j'ai lu Ravage, je n'avais pas de véritable colonne vertébrale, d'orientation, de définition, de compréhension, de mots même. Voilà. C'était assez nébuleux, comme tout était nébuleux dans ma vie, hein, mais notamment en politique. D'ailleurs, c'était pas de cette édition-là que j'avais, moi, je l'ai dit, j'avais j'ai eu d'autres éditions en main, et je sais plus lesquelles. Pas des éditions des années 40 non plus. Et je ne regardais pas les dates de publication des livres, parce que pour moi, l'histoire, c'était un grand tout complètement indistinct. Je savais qu'il y avait quelque part la Révolution française, la préhistoire à un autre, mais enfin, c'était pas beaucoup plus précis. Tout ça est caricaturé, évidemment, pour résumer, hein, mais des caricatures se révèlent parfois des traits saillants. Alors, ça, c'est un peu mon contexte de lecture de Ravage, et je me rappelle que quand... Mais par contre, je me souviens que c'était un roman qui m'avait vraiment déplu pour la fin. J'avais bien aimé le début, et j'en avais parlé avec mon père. Mon père avait détesté la facilité, on va dire, de l'hypothèse scientifique qui fonde Ravage, mais m'avait pas tellement parlé du fond politique du bouquin, ce qu'il avait pu faire pour d'autres choses. Et ça, c'est quelque chose que j'avais plus abordé à l'époque avec Alice, donc. Mais voilà, enfin moi, ça fait partie des moments d'apprentissage politique pour moi. Donc là, relire il y a 2 jours Ravage, c'est quand même assez intéressant comme expérience de voir.
Bon, ben, que je suis même pas une jeune adulte maintenant, je suis vraiment une adulte pleine, mûre, mais dans la force de l'âge, on dirait si j'étais un homme, maintenant je fais partie de l'âge pourri puisque je suis une femme et qu'on vit dans un système sexiste. Mais en tout cas, voilà, depuis l'adolescente que j'ai été, c'est sûr qu'il y a plus que des gouffres. Et il m'a semblé, il y a eu plusieurs surprises en lisant le bouquin. Alors pour le résumer, déjà en faire une petite présentation, Ravage, ça ouvre avec un personnage qui s'appelle François Deschamps, ce qui est quand même hyper drôle comme nom. Bon, à la mémoire de mes grands-pères paysans, pas grands-parents, grands-pères. Est-ce qu'on n'a pas un? On n'est pas chez les féministes, hein, bon. Hein, et puis la terre ne ment pas. C'est exactement le propos du texte. Bon, on est avec François Deschamps, le bien nommé, qui arrive dans la grande ville de Paris, ce qui va nous amener tout un tableau de Paris que moi j'ai adoré, mais qui m'a beaucoup fait rire, et pas toujours rire avec l'auteur. François vient pour ses résultats de l'école d'agrichimie ou de chimie agricole. Il pense être reçu, il ne va en fait pas l'être, et il veut retrouver son amie d'enfance qu'il compte bien épouser, qui s'appelle Blanchette, je sais plus quoi, Rouget. Blanche Rouget, qu'il appelle tout le temps Blanchette, c'est abominable. Et il ne le sait pas, mais Blanche est vouée à devenir une star des moyens de télécommunication qui sont en fait télévisuels de l'époque, donc c'est quand même un récit qui est assez au courant des avancées technologiques, ce qui n'est pas illogique pour de la SF. Je sais pas trop ce que faisait Barjavel dans la vie ou quoi, j'ai pas du tout exploré de ce côté-là, mais ça faisait partie des choses qui étaient un peu plaisantes. Et il va être un peu menaçant à l'encontre de Blanche, lui expliquer que quoi qu'il arrive, il va l'épouser quand même, etc. On va revenir sur ces questions-là. Il va se passer, donc on a tout un premier tableau qui s'appelle Les Temps Nouveaux. Et Les Temps Nouveaux, c'est ce tableau dystopique, mais qui est une utopie sarcastique, j'ai plutôt envie de dire, de Paris et du monde. La deuxième partie montre la chute des villes, et là on est dans ce qu'on appelle un moment d'apocalypse, de fin du monde, de destruction, et qui est fondé, c'est ce que mon père trouvait vraiment dommage dans le bouquin, qu'il trouvait globalement nul, sur la disparition de l'électricité, mais plus largement des connexions magnétiques, ce qui fait que par exemple, les gens ont des combinaisons qui tiennent avec des fermetures magnétiques qui se défont quand ils se promènent dans la rue. Et franchement, c'est complètement con comme hypothèse. Scientifiquement, ça tient vraiment pas la route et c'est vraiment un truc qui m'énerve. J'avais déjà dit, alors c'est un roman complètement différent, mais Station 11 d'Emily John Mandel, que le fait qu'il n'y ait aucune prise en compte, par exemple, du devenir des centrales nucléaires m'agaçait. Enfin, je veux dire, moi on me parle de technique, parlons de technique, qu'est-ce qui va se passer pour les choses en déshérence. Honnêtement, je n'aime pas spécialement la hard SF, c'est-à-dire avec vraiment ces questions-là au premier plan, mais par contre, je trouve... j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule, quoi, en fait, quand il n'y a pas plus de détails là-dessus. Mais bon, donc le postulat, c'est l'électricité est mauvaise, c'est-à-dire qu'on est, en quelque sorte, dans un récit qui est steampunk, dans le sens proto-steampunk, genre ça va l'annoncer, mais qui en même temps exacerbe complètement le steampunk, parce que même quand ça va redémarrer la vapeur, ça suffit pas, même finalement la vapeur ne satisfait pas l'anti-progressisme de Barjavel. On va avoir une troisième partie, le chemin de cendre, évidemment avec un arrière-plan biblique, c'est pas le seul endroit, mais là c'est quand même très marqué, qui est globalement l'Exode. Alors voilà, moi vraiment je me fais chier. Et qui finit, donc c'est-à-dire que donc voilà, au moment où Blanchette Rouget doit arriver de manière triomphale sur les écrans, boum, toute l'électricité tombe, elle tombe malade parce qu'elle est vierge, ça aussi, parce que la perte des connexions magnétiques, ça a des effets sur les vierges qui tombent malades. Ça c'est pour Isabelle, ça, dans le genre culte de l'hymen, c'est absolument dégueulasse. Mais c'est un texte qui est extrêmement misogyne, mais c'est un texte qui est fasciste, donc c'est évidemment misogyne. Et le chemin de cendre va faire de François le Bourru, un chef d'une petite colonie, comme ça, et il retourne dans son village natal, à lui-même et à Blanche, avec d'autres gens, voilà, comme ça. C'est une espèce de petite colonie, et donc c'est littéralement un retour à la terre et un retour aux origines.
qui amène une nouvelle civilisation agraire et agricole, et qui nous amène à cette quatrième partie qui est très sobrement intitulée le patriarche. Je veux dire, mais comment on peut mettre ça au programme scolaire, en fait? Mais là, moi, les profs qui mettent ça en programme me font honte, en fait. Très franchement, mettre ça en programme scolaire, c'est pétainiste. C'est pas possible d'avoir d'un côté des espèces de discussions un peu molles sur les ABCD de l'égalité pour dire oh là là, ça serait quand même bien d'avoir 3 séances sur l'éducation sexuelle et que oh là, peut-être que les garçons sont un peu brutaux avec les filles, et de mettre Barjavel au programme, en fait. Je veux dire, Barjavel, c'est du Céline, hein. C'est. Enfin là, ça y est, je pensais pas être en colère, mais en vrai, je suis méga en colère. Et j'ai quand même bien aimé le bouquin, mais il y a aussi un moment où qu'est-ce qu'on file comme programme scolaire et qu'est-ce qu'on promeut comme valeur? Parce que là, moi, j'ai pas l'impression qu'on est spécialement en train de dire qu'il y a un problème, quoi. Donc, dans Le Chemin de Sang, il y a notamment un moment où une des nanas accouche, et donc il y a tout un moment. Et puis c'est un bon petit gars, hein. Et donc, il y a tout un moment qui est extrêmement vitaliste et fondé sur une espèce de puissance vitale. Et voilà, salut le fascisme! Voilà, et salut la misogynie du fascisme. Mais vous croyez qu'ils ont arrêté qui, les nazis et les fachos, en premier? Mais ils ont arrêté les gouines et les féministes, quoi. Et les PD, et les trans. Enfin, je veux dire, mais c'est qui les premières victimes? Mais on commence par ces gens-là, parce que là, il n'y en a pas trop. Et puis comme ça, on fout bien les femmes à la cuisine, les autres dans les camps, et c'est fini. Et il n'y a plus de questions. Enfin, mais vous vivez dans quel monde, quoi? Si vous avez oublié que l'extrême droite, elle a comme programme matriciel la misogynie. Et elle n'est pas la seule à être misogyne, évidemment. Mais enfin, c'est le programme matriciel, c'est le point de départ. Et là, donc là, évidemment, c'est un point d'arrivée. Et l'arrivée est une origine, puisqu'on est dans un récit réactionnaire. Donc tout le mythe, et tout mythe des origines, porte en soi une réaction. C'est de l'antiprogressisme. Je sais pas, moi, j'aime bien l'idée d'une utopie qui va vers le progrès. Et j'aime bien me dire que peut-être qu'un jour, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et pas que c'était hier le mieux. Enfin, great again, quoi. Je veux dire, il y a un moment, mais faut quand même, faut pas avoir honte pour filer ça à des collégiens, quoi. Ou à des secondes. C'est ahurissant, en vrai. Donc ça finit sur le patriarche, où François, évidemment il s'appelle François parce qu'on est en plein royalisme aussi, hein. Il l'a pas appelé Louis, mais parce que François c'est français. Enfin, on est dans le chauvinisme à pleine balle. Et moi je vais juste me concentrer sur le premier tableau, mais déjà dans la structure narrative, on voit à quel point c'est un récit dégueulasse, quoi. Mais qui est très drôle. Voilà, c'est ce paradoxe que je vais explorer. Mais là, je suis vraiment en colère du succès de ce bouquin, quoi. Mais c'est... Enfin, voilà. Et puis d'ailleurs, pour Céline aussi, on n'arrête pas de parler de Céline pour son antisémitisme, et c'est une très bonne chose. Mais je sais pas, le racisme et le sexisme de Céline, ça vous dérange pas? Que Voyage au bout de la nuit, ça finisse par un féminicide, c'est pas gênant? Enfin, il n'y a pas de lien entre le féminicide et la misogynie de Céline, son racisme et son antisémitisme. Mais bien sûr qu'il y a des liens. Bien sûr que c'est la même chose. C'est la même chose qui se décline différemment. Et donc, il ne peut pas y avoir de pensée de gauche misogyne, en fait. Si vous êtes misogyne, vous êtes de droite. Vous êtes peut-être qu'un peu de droite, vous n'êtes pas complètement fasciste. Mais vous êtes de droite si vous êtes misogyne. Comme si vous êtes antisémite, en fait. C'est juste pas possible d'avoir ce genre de réflexion. Et vous faites honte. Vous faites vraiment honte. Et vous nous entravez. Et vous êtes des ennemis, en fait. Et c'est pas une discussion. Là, il y a un moment, il faut être un peu clair. Les femmes sont des êtres humains. Wow. Des personnes. On existe. Ah, j'ai posté sur mon Insta, là, il y a quelques jours, des extraits qui m'ont semblé extrêmement signifiants du contrat racial de Charles W. Mills, d'où j'ai parlé déjà, notamment pour sa Fabrique de l'ignorance. C'est très bien, je vous conseille de le lire. Mais il y a un moment très important dans le contrat racial où Mills parle d'une femme, bon, évidemment de la Fabrique de l'ignorance, mais aussi du statut de sous-personne. Et ça, c'est vraiment important parce que j'ai vu chez Kate Manne des questions qui disent « Ah ben non, en fait, dans le féminisme, quand dans le système misogyne, ne fait pas des femmes des non-humains parce qu'on a justement besoin de leur humanité. » Je vais extrêmement caricaturer, c'est pas chez Kate Manne, mais globalement, l'idée, c'est que le viol, c'est tellement plus excitant quand elle gigote, voilà, que quand elle est morte. Et l'affaire Gisèle Pellicot nous amuse, et qu'il faut bien avoir quelque chose d'humain, mais de très entravé pour ça. J'ai trouvé que le statut de non-personne, enfin de sous-personne plutôt que de non-personne chez Charles W. Mills, répondait vraiment, vraiment à ça, avec cette question qui reste de savoir, est-ce qu'il y a, dans les systèmes d'oppression divers,
forcément des volontés d'extermination, je ne sais pas répondre à cette question. Et c'est une question qui est abominable, on parle aussi de moi, je veux dire, la question c'est... personnellement, me demander si on a envie de m'exterminer est quand même compliqué, mais moi je veux dire, je sais que oui. Pas forcément là directement, là tout de suite, mais d'une volonté d'anéantissement, au moins de ce qui va fonder mon humanité, mais c'est une certitude. Pour ça là que je suis pas très bien, quoi. Parce que c'est ça. Et donc dans le patriarche, François Deschamps, donc Blanche, à un moment elle a disparu, là j'ai un peu raté le passage parce que je me faisais chier. Il devient un super patriarche, et c'est une espèce donc il a sa petite communauté patriarcale. Patriarche, modèle patriarcal issu de la Bible, fondé sur le modèle, alors gynécée, ça c'est pas que on sait pas exactement ce que font les femmes, en tout cas on sait qu'il y en a pas assez, qu'il y en a beaucoup par rapport aux hommes, alors là j'ai pas compris d'où ça venait ça, et que donc il fallait plusieurs femmes pour un seul mec, et que bon, elle râle un peu au début, mais ça va. Et surtout les moches, elles sont contentes parce qu'elles sont baisées quand même. Non. Et vous vous rendez compte quand même de ce que vous faites lire à des mômes de 14 ans? Et ça, c'est un paragraphe, hein, voilà, en passant, ce qui est évidemment un antiféminisme absolu. Et ce qui est une référence directe au féminisme de la première vague. C'est 100% les caricatures d'époque. C'est pas un cerveau malade, c'est un cerveau d'époque hein, qui voit ça. Mais ce qui est ahurissant, c'est de ne pas être capable de s'insurger contre ce bouquin, en fait, et contre la conclusion et les passages de ce livre. Mais c'est grave, en fait, quoi. Et François Deschamps, là, donc il devient vraiment Deschamps, hein, il se retrouve dans son espèce de communauté agricole immense, et il y a d'autres chefs, et de temps en temps ils ont des conciles de chefs, parce que c'est des affaires de couilles, hein, ça, et de couilles de vieux, quoi, hein, parce que patriarcat, hein, c'est les papas, hein, c'est les vieux. Et donc, il a quand même un petit jeune qui va former, etc. Et puis, sa valeur virile, elle est vraiment démontrée parce qu'il a que des fils, sauf une fille. Et il a 120 ans à la fin. Genre, sa valeur est démontrée parce qu'il n'a que des fils. Mais je sais pas, à quel moment vous avez pas eu envie d'expliquer qu'on est des paillassons, quoi. Bon, voilà, à quel moment c'est supportable. Et bien sûr, il appelle la fille comme la précédente, parce que tant qu'à faire, s'il peut pas y avoir un petit climat incestuel par-dessus, pourquoi se gêner, quoi, hein. Donc ça s'appelle l'inceste. Ça, c'est Podane, en fait, qui se rejoue. C'est très loin, c'est pas le récit. Mais voilà, bon. C'est là quand même. Évidemment, elle s'appelle Blanche, mais parce que le texte est complètement raciste, on va revenir dessus. Mais c'est pas, elle s'appelle pas Blanche parce qu'elle est innocente, elle s'appelle Blanche parce que c'est raciste, en fait. Et c'est du suprémacisme blanc. On est dans un texte fasciste. C'est pas un hasard, en fait. Et moi, je veux dire, là, vraiment, ça me fait honte. Moi, de pas avoir réagi, bon, on va dire quand j'étais au collège ou au début du lycée, ok, mais quand même, ça me fait honte. Même si je savais que j'aimais pas le texte. Mais merde, quoi. C'est dans toutes les médiathèques de France, ça. Et alors, est-ce qu'on doit le supprimer ou quoi? Mais attends, je sais pas. Je sais pas, vous faites lire Mein Kampf à vos gosses, quoi. C'est quand même très proche, quoi. Et c'est donc voilà, donc là il a tous ses garçons, etc. Et puis il y en a un autre qui revient à un moment, qui a disparu. Il y a du bruit, tout le monde regarde, et il débarque avec une bagnole, quoi. Et en fait, il y a, alors je pense que je passe des passages, mais il y a un combat entre le vieillard et puis le jeune, etc. Et donc évidemment, on est dans l'antiprogressisme absolu. Donc l'autre raconte comment il s'est retrouvé à réinventer la vapeur, puis le moteur thermique. Qui permet d'avoir un peu moins de peine, mais ça, voilà, ça fait partie aussi du sous-texte fasciste, hein, sous-texte, je sais pas si c'est sous-texte, voilà, hein, il a écrit pour être fasciste, en fait, quoi, aussi. C'est pas, tiens, merde, il a dérapé, zut, il est fasciste, non, il est fasciste, donc il a écrit Ravage, en fait. Et donc, Ravage est un texte, et donc pas, il est fasciste, donc Ravage est un texte fasciste, Ravage est un texte fasciste. Ravage est en soi un texte fasciste. Et donc il y a tout ce débat, tout ce combat, enfin il y a un petit combat comme ça entre le vieux et le jeune, et en fait il va tuer le jeune, et le jeune se défend, et ils se tuent mutuellement. Mais tout va bien parce qu'il a tout transmis à son petit descendant, là, comme ça, en loose dé, donc voilà, la transmission est ok, elle se fait de couille à couille, évidemment. Couille 6, hein. Et c'est évidemment moins vulgaire, hein. Et voilà, le texte s'achève donc sur la mort qui pouvait pas être une mort naturelle, d'une certaine manière, puisqu'il est tellement patriarche, que finalement, le propos du texte est de montrer que son patriarcat est vital. Donc il ne pouvait mourir que d'une mort violente.
Et il ne peut mourir que pour ses idées, c'est-à-dire empêcher le progrès d'advenir. D'ailleurs, il fait brûler les livres. Mais c'est pas Fahrenheit, hein, que j'ai d'ailleurs lu aussi à la même époque, que j'avais bien aimé, je pense que ça serait intéressant de le relire. Mais c'est pas pour dire que c'est pas bien de brûler les livres, et d'ailleurs c'est très paradoxal. Alors il y a des moments où je me suis dit, est-ce qu'il y a une prise de distance, etc. Je pense pas en fait. Moi je pense que je veux voir une prise de distance, comme j'ai vu une prise de distance quand j'avais vu le film Calmos de Blier, en me disant oh là là, ça peut pas être aussi con. Et un copain m'avait dit il y a des années, d'ailleurs c'est plus un copain, mais pas à cause de ça, sur Halloween de Carpenter, tu prêtes trop d'intelligence au film et plus qu'il n'en a. C'était dans son billet de blog. Et c'est possible. Bon, moi je trouve bien d'être optimiste, mais je pense que c'est franchement fasciste en fait, quoi. Je pense pas que c'est fasciste avec des moments d'ironie, ça c'est une lecture postmoderne qui essaie d'arrondir les angles pour supporter en fait la violence inhérente au texte, à ce texte. Voilà. Donc c'est ça qui va vraiment se passer dans Ravage, et c'est évident que moi je vous lis pas ces passages anti-progressistes au possible, et vraiment la fin est pas ouf, mais ce que j'ai trouvé dingue en le relisant, c'est que, et que je n'avais vraiment pas vu, alors moi la fin, j'avais vraiment pas du tout aimé l'idée du harem, hein, c'est comme dit, puis genre elles sont toutes contentes, voilà. Mais évidemment que j'avais pas les éléments culturels pour dépioter, oh là là, ça c'est de l'argument antiféministe première vague, enfin... Et ça m'a pris du temps, et c'est normal. Mais c'est venu un peu plus tard. Voilà. Alors c'est un récit qui commence vraiment en mode idéal, enfin pas en progrès idéal, mais dans un monde technologique. On est en 2052, donc on est dans un récit prospectif. Première partie, les temps nouveaux, et donc la femme nouvelle, l'homme nouveau, c'est des mythes révolutionnaires, Saint-Simonien, etc. Là j'ai Caroline Fayol, qui n'est pas de ma famille, la femme nouvelle sur la Révolution, etc. Donc c'est voilà, la femme libre saint-simonienne s'appelle aussi un moment la femme nouvelle, avant de s'appeler Tribune des femmes, etc. Vos gratte-ciel, ils sont bien petits. Déclaration de Le Corbusier aux journalistes new-yorkais, et c'est peut-être une déclaration qui est fausse, je n'en ai pas la moindre idée. Mais ça, c'est pas impossible d'avoir des fausses déclarations, mais c'est évidemment aussi une façon de se moquer du progrès, genre toujours plus grand. Et ce qui est assez étonnant et contre-intuitif, parce qu'on peut voir aussi le fascisme comme un moment d'idéalisation du plus grand et du plus fort, mais en fait ça va pas dans le sens du progrès, il peut y avoir des distinctions là-dedans, et donc ça donne ça l'impression, ce contresens, qu'il y a dans le fascisme quelque chose de l'ordre d'un bon sens. Oh yeah, voilà, les paysans ils ont bien toujours fait comme ça, donc on peut le faire. Moi personnellement, mes grands-parents paysans, ils ont bien toujours foutu du sulfate partout, et c'est bien dégueulasse, et c'est bien polluant. Et mon grand-père, qui a râlé toute sa vie sur les écologistes, évidemment, puisque les écologistes et les normes le faisaient chier, a fini par râler, notamment après le cancer de mon père, hein, sur les écologistes parce que ils avaient qu'à prévenir plus fort. C'est pas du foutage de gueule, franchement. Et avec beaucoup d'amour pour mon grand-père, mais c'est du pur foutage de gueule, quoi, aussi, à un moment. Donc non, le passé, il est pas forcément mieux. Le passé, il est le passé. Et là, la question, c'est comment on peut faire maintenant, et idéalement, le mieux possible, quoi. François Deschamps soupira d'aise et déplia ses longues jambes sous la table. Ça, c'est quelque chose un peu amélioratif. Oula. Pour franchir les 200 km qui le séparaient de Marseille, il avait traîné plus d'une heure sur une voie secondaire et supporté l'ardeur du soleil dans le wagon tout acier d'un antique convoi rampant. Il goûtait maintenant la fraîcheur de la buvette de la gare Saint-Charles. Le long des murs, derrière des parois transparentes, coulaient des rideaux d'eau sombre et glacée. Des vibreurs corpusculaires entretenaient dans la salle des parfums alternés de la menthe et du citron. Et là, on a quelque chose que là, on n'a toujours pas, les gares qui sentent bon. Et ça, moi j'avoue, ça me fait vachement envie parce que les gares ça pue. Et les diffuseurs d'odeurs, c'est aussi quelque chose qu'on a, il me semble, dans Le Meilleur des Mondes, etc. Ça fait partie des espèces de promesses que le progrès n'a pas réalisées. Enfin, aussi par l'histoire d'huile essentielle, mais ça, moi, ça me fout des migraines. Aux fenêtres, des nappes d'ondes filtrantes retenaient une partie de la lumière du jour. Donc là, en fait, c'est une façon un peu moderne d'avoir des rideaux. Et là, tout là, ça a l'air d'être assez positif. Et en fait, moi, j'ai adoré la virtuosité, l'inventivité de Barjavel. Dans la pénombre, les consommateurs parlaient peu, parlaient bas, engourdis par un bien-être que toute phrase prononcée trop fort eût troublé, ce qui n'arrive jamais dans une gare. Le bien-être.
Et là, c'est une façon de mettre en avant le confort. Et c'est pas encore très net, mais c'est justement ce confort-là qui va être vilipendé, et ça au nom de l'effort et même de la peine, qui sont pas seulement des genre un mal nécessaire, qui sont érigés en valeurs, et qui sont explicitement des valeurs dans le texte, et ça aussi, c'est quelque chose de fasciste, le dolorisme et la souffrance. Au plafond, le tableau lumineux indiquait en teinte discrète les heures des départs. Pour Paris, des automotrices, ça n'existe pas, c'est moderne, partaient toutes les 5 minutes. François savait qu'il lui faudrait à peine plus d'1 heure pour atteindre la capitale. Il avait bien le temps. En face de lui, la caissière, les yeux mi-clos, poursuivait son rêve. Sur chaque table en robinet, un cadran semblable à celui de l'ancien téléphone automatique, une fente pour recevoir la monnaie, un distributeur de gobelets de plastique et un orifice pneumatique qui les absorbait après usage, remplaçait les anciens garçons. Personne ne troublait la quiétude des consommateurs et ne mettait de doigts dans leurs verres. Cependant, pour éviter que les salles de café ne prissent un air de maison abandonnée, pour leur conserver une âme, les limonadiers avaient gardé les caissières. Juchées sur leur haute caisse vide, elles n'encaissaient plus rien. Elles ne parlaient pas, elles bougeaient peu, elles n'avaient rien à faire. Elles étaient présentes. Elles engraissaient. Celle que regardait François Deschamps était blonde et rose. Elle avait ses traits reposés, cet âge indéfini des femmes à qui les satisfactions de l'amour conservent longtemps la trentaine. Elle dormait presque et souriait. D'un cache-pot de cuivre posé sur la caisse sortait une plante verte ornée d'un ruban grenat éteint. Les feuilles luisantes encadraient de leur propre immobilité l'immobilité de son visage. Au-dessus d'elle, au bout d'un fil, se balançait imperceptiblement le cadran d'une horloge perpétuelle. Les chiffres lumineux touchaient ses cheveux d'un reflet vert d'eau et rappelaient aux voyageurs distraits que cette journée du 3 juin 2052 approchait de 7 heures du soir et que la lune allait changer. On va déjà faire quelques remarques. Alors là, on a des rappels de l'ancien qui en fait est quand même plutôt moderne en 42-43, l'ancien téléphone, etc. Et cette invention géniale du plastique qui évidemment nous rappelle le plastique, mais on est anachronique. Donc effectivement qu'il y a déjà des inventions, la bakélite, etc. Mais là il y a quelque chose de l'ordre de l'invention géniale de la part de Barjavel, et c'est ce qui m'a vraiment plu dans le texte. En fait moi j'ai adoré la première partie. Quand j'étais donc ado, je n'ai pas vu le sarcasme, mais moi j'aimais le progrès qui était présenté. Et je voyais pas toutes les touches dégueulasses que là, je vais essayer quand même un peu, alors je vais pas faire ça sur tout le premier tableau parce qu'on n'aura pas le temps, enfin, je n'ai pas le temps, mais là, on a donc quelque chose qui est vraiment présenté, d'abord sous le sceau du confort. Bon, voilà. Je vous l'explicite tout de suite, le confort chez Barjavel c'est négatif, moi je trouve ça très bien. Le confort, c'est tranquille. On le voit très bien dans le sarcasme, évidemment misogyne, elles engraissaient. Donc les caissières ne servent à rien. Là, clairement, c'est quelqu'un qui n'a pas lu de l'os, ce qui n'était donc pas possible. Mais, enfin, alors là, il y a quelque chose d'absolument moderne et en même temps d'un contresens qui me fascine, à savoir le fait de comprendre un peu l'invention de la caisse automatique que l'on connaît depuis, et que l'on a vu se répandre, on va dire, ces 5 dernières années. Mais la caissière qui sert à rien et qui est payée quand même, et qui sert juste de pot de fleurs, et ça c'est vraiment de ne pas avoir compris le capitalisme, mais ça permet cette saillie misogyne de elles engraisser et de les satisfactions de l'amour conservent longtemps la trentaine. Non, c'est un délire ça. Si ça c'est pas misogyne, genre elle a l'air d'être bien, elle est bien conservée parce qu'elle se fait bien niquer. Mais c'est tellement crade en fait. Elle dormait presque et souriait, etc. Et donc lui il la regarde. En fait c'est très étonnant parce qu'on a littéralement l'incarnation d'un malgache dans la façon dont François Deschamps la regarde, et d'ailleurs on peut se demander qui voit, si c'est le narrateur ou si c'est le personnage, parce que le personnage il n'est pas sympathique. Et donc la mise en place assez à droite, je vous ai déjà parlé du paradigme absent d'Angenot, de plein d'informations, notamment pour l'annonce de la date, le 3 juin, surtout 2052, qui pour des lecteurs de 43 est quand même vachement loin. C'est le but. Et donc, oui, voilà, c'est 110 ans après la rédaction, donc ça c'est assez intéressant comme contraste et comme façon de l'insérer dans le texte. C'est-à-dire pour présenter un objet technologique qui incidemment donne la date, l'air de rien. Donc ça amène une certaine fluidité au récit. Très classique, académique, mais avec les néologismes, automotrices, plastique, etc. Donc, François Deschamps sentit qu'il allait s'endormir à son tour s'il continuait à
contempler la dame blonde. Il bâilla, passa ses doigts écartés dans ses cheveux coupés en tête de loup, je sais pas ce que c'est, tête de loup en brosse. Et ça, c'est une façon de dire que c'est un mâle alpha. Alors, mâle alpha, ça n'existait pas dans les années 40, mais l'idée est là. Se leva, empoigna sa valise et sortit. Jusqu'en brosse, en brosse. Sur la porte, la chaleur le frappa de la tête aux pieds. Une automotrice à suspension aérienne entra lentement en gare, vint s'arrêter à la hauteur du panneau qui portait les mots « Direction Lyon-Paris ». Elle rappelait par sa forme élancée les anciens vaisseaux sous-marins. Anciens, donc ça permet de donner des repères pour donner le futur et qui sont présentés comme anciens. Par exemple, un truc qui me fascine chez Philippe Cadic, c'est l'idée, on l'a notamment dans Ubik, d'une nostalgie du futur pour notre propre époque. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine. Là, on n'est pas dans la nostalgie, mais on a le déplacement temporel ouvre comme ça et approfondit la temporalité. François trouva un siège libre à l'avant du véhicule. Tout est normal, on a l'habitude des transports en commun, mais on va avoir plein de choses, et puis la vitesse, le machin, etc. Des appareils conditionneurs entretenaient dans le wagon une température agréable, encore le confort. Et on voit que le confort l'emborde, ça manque de vigueur, ça amollit au lieu de raffermir. Et ça, franchement, si vous ne voyez pas en quoi il y a des connotations sexistes et phalliques. À travers la paroi transparente, les voyageurs qui venaient de s'asseoir regardaient avec satisfaction ceux qui venaient de sortir et qui se pressaient, trottaient, se dispersaient vers la sortie, vers la buvette, vers les correspondances, fuyaient la chaleur qui régnait dans le hall de gare. Alors moi, je ne vous dis pas que molle et ferme, etc. est directement dans le texte, je vous dis que ça réactive un imaginaire qui est très présent, qui est aussi très 19e, un style molle, un style ferme, etc. Mais donc en fait qui est présent à l'esprit des personnages, et donc il suffit d'avoir des petites touches pour activer tout cet imaginaire, on va dire au moins masculiniste, viriliste, et en fait par plein d'autres choses aussi, fasciste. Une sirène ulula doucement, les hélices avant et arrière démarrèrent ensemble, l'automotrice décolla du quai, accéléra, fut en 3 secondes hors de la gare. Et là ce qui est intéressant, c'est on a quelque chose d'un peu long dans la description, et boum, ça va super vite. Siècle de progrès, dit-on dans Voyage au bout de la nuit. François avait acheté les journaux marseillais du soir, de la bière dans un étui réfrigérant et un roman policier. Au guichet, il avait reçu en même temps, etc. Et donc là, on va avoir de la célébration, c'est très amusant, des 3 glorieuses du remplacement. Alors ce qui se sait pas par Chavel, c'est que les 30 glorieuses arrivent. Ça, c'est drôle, mais les 30 glorieuses, c'est une allusion aux 3 journées glorieuses de la Révolution de 1830. Âgé de 22 ans, François Deschamps n'avait pas vécu la fièvre de ces 3 jours. Il en avait appris tous les détails à l'école, où les maîtres enseignaient une nouvelle histoire, sans conquête ni révolution. Ça, c'est très amusant. Illustré de visages de savants jalonnés par les dates des découvertes et des tours de force techniques. Ces 3 glorieuses pouvaient être considérées pour l'époque comme un exploit peu ordinaire. Et donc là, en fait, ce que l'on a, c'est une société entièrement fondée sur le progrès technique et scientifique, qui est donc conspuée par sarcasme, et qui est notamment conspuée par le sarcasme de faire effacer la révolution, alors même que le mot est repris à une révolution. Ça, c'est des petites ironies, il y en a partout, évidemment, ça m'avait échappé à dos. Elle constitue en quelque sorte la charnière de l'âge atomique, donc là, on est en 42, ça s'avance, marquer le moment où les hommes sursaturés de vitesse, et c'est très étonnant parce qu'on peut avoir tendance à voir le fascisme par le prisme du futurisme italien, et donc l'éloge notamment de la vitesse. Mais on n'est pas dans ce fascisme-là, là on est vraiment dans le fascisme pétainiste de la Terre. Et là on le voit par ce qui est l'ennemi, et donc là ici l'ennemi c'est la vitesse. Donc sursaturé, donc on note les hyperboles, jusque dans le néologisme, et donc le néologisme qui dit évidemment le plus haut degré par préfixation. S'était résolument tourné vers un mode de vie plus humain. Il s'était aperçu qu'il n'était ni agréable ni au fond utile, en quoi que ce fût, de faire le tour de la Terre en 20 minutes à 500 km d'altitude. Et qu'il était bien plus drôle et bien plus pratique de flâner au ras des mottes à 2 ou 3 000 km à l'heure. Et donc là, on a quelque chose qui est assez étonnant, c'est que la lenteur, elle est quand même déjà encore très vite, pour un petit confort. Et là, ça, c'est quand même aussi une manière de faire un éloge de la lenteur. Je ne vais pas dire que l'éloge de la vitesse, il est forcément de gauche, hein, mais en tout cas, il entre dans un ensemble qui est quand même assez réactionnaire, et en tout cas anti-progressiste, avec une grande question, hein, qui est est-ce que le progressisme va avec la croissance et l'accélération ? Je ne le pense pas, hein, mais ça entre dans l'ensemble du système de pensée fasciste.
et, qui évidemment décale toutes les échelles. Et ça fait partie du sarcasme global. Aussi avait-il abandonné presque d'un seul coup, tout au moins en ce qui concernait la vie civile, les bolides à réaction atomique, pour en revenir aux confortables avions à hélice enveloppante. Et donc en fait du confort, on va moins vite. Ils avaient dans le même temps redécouvert avec attendrissement les chemins de fer sur lesquels circulaient encore des trains à roues et à propulsion fusante chargés de charbon ou de minerais. Pour répondre aux désirs des populations, il avait fallu aménager les voies ferrées, remplacer les rails par la poutre creuse, etc. Bon, je vais aller un peu plus vite, parce que là on va avoir plein de détails qui vont permettre de voir comment le monde est en réseau. On a une ligne Nantes-Vladivostok, et ça, ce réseau-là, qui est notamment, l'idée de réseau est notamment saint-simonienne, est complètement conspué, bon, mais comme un internationalisme et un mondialisme. Et ça peut nous rappeler du Zemmour, hein. Et c'est pas un hasard, en fait. Et évidemment qu'il va y avoir une volonté d'un ancrage extrêmement local et originaire. Mais c'est pas seulement être ancré, c'est être ancré chez soi, qui va fonder le fascisme. Et qui va avec cette idée que, en fait, même chez les gens qui sont très adeptes du progrès, à un moment, ça allait trop vite et on a reculé. Et ça, c'est une façon de dire, si même chez eux, ça va pas, quand bien même ça reste très rapide, c'est que c'est ça la voie à suivre. Et c'est tout, c'est amusant quand on parle de train. Voilà, et là, on va avoir quelque chose... Voilà. Et donc on est arrivé dans le siècle premier de l'heure de raison. Pourtant, entraîné à une grande vitesse sans secousse, sans autre bruit que le ronflement des hélices et le froissement de l'air sur les murs du wagon, François Deschamps ne se sentait pas tout à fait à son aise. Parce que le confort, c'est pas pour tout le monde. De tempérament actif, vous entendez que le passif, c'est pas bon? Donc là, c'est aussi une manière de classer les virilités, hein, en plus de la misogynie, en plus de l'homophobie, etc. Tout ça, c'est dans le package, en fait. C'est-à-dire que c'est la valorisation de certaines choses qui va inclure ces discriminations, notamment. Il aimait se servir de ses muscles. Possédait le goût d'intervenir partout, chaque fois qu'il pouvait le faire de façon utile, et nourrissait l'ambition de diriger sa vie au lieu de se laisser entraîner par les événements. Ça sent pas d'homme. Enfermé dans ce bolide, il s'estimait réduit à un rôle trop ridiculement passif, parce que le gars, il aurait bien aimé pédaler, quoi, et tout ça avec ses petits pieds-là. Chaque fois qu'il prenait le train ou l'avion, il éprouvait la même impression d'abdiquer une partie de sa volonté et de sa force d'homme. C'est tellement fragile, un gars. Autour de lui se jouaient des forces si considérables qu'il se sentait bien plutôt leur proie que leur maître. Il est en rivalité avec le train. Qu'une potence céda, que la poutre craqua, qui pourrait, même l'ingénieur qui conduisait la machine. Il n'éprouvait certes pas la moindre peur, mais un sentiment désagréable d'impuissance, si vous n'avez pas compris qu'on parlait de virilité. Un soleil énorme, curieusement aplati, etc. Je vais vraiment essayer d'aller un peu plus rapide. Hein. Bon, là, il y a des accidents, ils sont horribles, etc. Et avec des sarcasmes terribles. Hein. Le wagon n'avait subi, après le récit dans l'accident, ni fêlure ni déformation, ce qui montrait l'excellence de sa fabrication. Ce n'était pas la faute de la compagnie si les contenus s'étaient avérés moins résistants que le contenant. Manière de parler d'un massacre. Alors ça, c'est quand même très étonnant. Et très intéressant. Et bon, moi, j'ai lu plutôt de l'humour noir, donc j'ai trouvé ça drôle, mais mon humour noir, il est aussi une acculturation à la violence. Faut pas rêver. Et là, ce qui se passe là, c'est la parodie d'une supposée déshumanisation du progressisme au nom de sa propre défense. Mais en fait, c'est complètement une projection fasciste, en fait. Que de finir par appeler des humains, des contenants peu solides, etc. Et de parler de sa déshumanisation. Voilà. En tout cas, c'est un humour noir qui est censé cibler une certaine déshumanisation de la compagnie et du progressisme. Mais qui c'est qui parle, là, avec cet humour noir? Alors, et là, après, arrive dans les actualités, alors je vais aller un peu plus vite, dans les journaux, des inquiétudes, et donc on va avoir une espèce de montée de dramatisation sur ces inquiétudes politiques venues de l'empereur noir, l'empereur d'Afrique. Bon, je savais que c'est très raciste. Alors, j'accélère, tiens d'ailleurs, Céline fait partie des références. Citée là, cette voix non seulement les aiguës Dante Mistral ou Céline dans le texte, avec l'accent d'origine, mais reprenez ensuite, etc. Donc là, c'est parce qu'il a un liseur.
il y a des liseurs automatiques de la compagnie eurasiatique des transports. Eurasiatique, c'est aussi une façon de parler du mélange des races. Hein. On a Gobineau en sous-texte. Et le refus de la mixité, par exemple. Le refus du métissage. Et donc, celui du transport, etc. Je vais aller plus vite. Passage à des studios de radio dans la ville radieuse, une des 4 villes hautes, construite par Le Cornemusier. Alors, comme on a commencé avec Le Corbusier, on voit bien qu'il y a quand même pour décongestionner Paris, un refus absolu du modernisme du Corbusier, avec toute cette blague que le Corbusier c'est aussi un fasciste, mais c'est juste pas le même fascisme. Voilà, il y a un fascisme très homme nouveau, mais ils vont toujours être fondés sur le virilisme, et un autre qui est très retour à la terre. Ils sont toujours des muscles. Tac, tac, tac. Ah, hop. Et là, hop, tout continue dans un tableau de Paris assez ahurissant, et notamment qui anticipe la muséification de Paris, notamment avec la conservation de quelques parties de Paris, dont Montmartre, etc., et qui va avec une fétichisation notamment des jeunes gens artistes, qui viennent voir les anciens lieux artistiques d'une manière extrêmement fétichisante. Et ça, ça fait partie des choses qui sont absolument délectables dans le bouquin. Voilà. Et là, alors là, j'essaie d'aller plus vite sur la construction de la ville, mais c'est quand même très très intéressant la façon dont le narrateur, Barjavel, imagine une ville du futur technologique, progressiste, alors pas progressiste dans le sens politique là, mais fondée sur le progrès et la technologie, qui se construit de manière extrêmement dure. En fait, dans les écritures dystopiques, vous avez vraiment les dystopies de droite qui sont là pour conspuer les écritures et les pensées surtout progressistes. Notamment, si on pense aux dystopies antiféministes, elles sont toujours des espèces de réactualisation d'un vieux mythe que les femmes avaient le pouvoir à un moment, puis après elles l'ont plus. On n'est pas dans quelque chose d'aussi clair dans Ravage, mais le succès qui s'annonce de Blanche, son autonomie et son plaisir, en fait, de devenir une star, quand bien même elle va être manipulée par le directeur du studio, en gros, est présenté d'une manière symbolique comme une violence pour François Deschamps qui compte bien l'épouser, mais qui ne compte pas la laisser faire et ne pas l'épouser. Ça, c'est absolument abject, et c'est une appropriation complète d'une femme contre son consentement. Bon, alors elle va finir par consentir, mais ça, c'est vraiment le consentement rétrospectif bidon, quoi. Et il est même dit dans le texte qu'il envisage de la frapper si elle ne répond pas à ce qu'il prévoit pour elle, c'est-à-dire l'épouser lui. C'est extrêmement choquant quand même. Et c'est présenté comme positif dans le texte. En tout cas, il n'y a aucune mise à distance de ça. Et donc, donc le personnage est censé... le personnage de François Deschamps a tout ce virilisme-là. Et donc l'apocalypse, finalement, ramène les choses à la norme. Donc l'apocalypse, elle est littéralement la bonne nouvelle, le révélateur. Apocalypse en grec, d'ailleurs, je sais pas, mais ça veut dire bonne nouvelle. Et c'est un moment où justement les femmes ne peuvent plus accéder à cette publicité, à cette autonomie, et donc on a quand même quelque chose de l'ordre d'une dystopie évidemment misogyne et antiféministe qui nous montre comment Blanche ne peut pas accéder à sa propre autonomie et qu'il est très bien qu'elle soit sous la protection de ce type qui l'objectifie autant que l'autre, le patron du studio le fait, mais là il le fait bien. Donc le problème n'est pas l'objectification des femmes, le problème c'est que ce n'est pas François qui le fasse. Donc c'est pas fait dans un sens qui est de privatiser et de garder dans le privé une femme. Et tout ça, ça va avec une espèce d'éloge de la nature et dans ce tableau de Paris, d'un Paris nouveau, d'une présentation de la ville qui est complètement amenée
modelé par une idée de contre-nature. Donc là, j'avais relevé comme ça un passage. Ces statues dues au génie du maître Petitbois représentaient autant de gloire de la science. Coulées, bon, évidemment la science, parce que c'est un récit qui est anti-science. Parce que la science, c'est le progrès. La science, ça permet de progresser et d'inventer des choses. Coulées en plastique caméléon, elles changeaient de teinte selon l'heure du jour ou l'angle sous lequel on les regardait, s'harmonisant entièrement avec le paysage. Moi, ça, je trouve ça génial, c'est censé être sarcastique. Hein. Il n'était plus possible de supporter, après les avoir vus, le reflet blême des marbres parmi le vert des pelouses et le bleu ciel des pièces d'eau. Les anciennes statues furent arrachées. Et donc là, on imagine un moment de progrès où on va tellement du côté des choses contre-naturelles, qu'on en arrive à un moment iconoclaste des anciennes représentations artistiques. Alors que les valeurs de François Deschamps et du texte, l'axiologie, est toute portée vers un passé mythique et originaire. La technique du plastique qui avait permis de pousser très loin l'imitation de la nature, objet suprême de l'art. Ça, c'est là où c'est très étonnant, c'est qu'en fait, il suppose, et ça c'est très platonicien, que finalement l'artefact reproduit et remplace la nature, mais donc le fait moins bien puisqu'il y a un artefact. Alors que moi, je rêve de voir ce Paris-là, qui m'a d'ailleurs fait penser, avec une mesure un peu différente, au Paris Saint-Simonien, à la ville nouvelle rêvée par les Saint-Simoniens. Le sculpteur ne se bornait plus à reproduire les formes extérieures en s'approchant d'un de ses chefs-d'œuvre. L'œil pouvait apercevoir dans la matière translucide tout le squelette, les réseaux sanguins et nerveux, l'entortillement assassinal. Donc ça avec l'idée que ça c'est moche et qu'il faut le garder, caché. La plus belle de ces statues représentait l'intelligence, etc. Et c'est une femme. Et ça, visiblement, c'est pas possible. Alors là, on est dans une misogynie qui est subtile hein, à ce niveau-là. Ce qui est très intéressant, et ce qui est à mon avis absolument fondateur, c'est l'éloge permanent de la nature. Et donc ici, dans ce qui a l'air d'être extrêmement beau, il faut voir le sarcasme d'une nature qui reste le modèle, mais qui est remplacée par quelque chose qui sera donc contre nature, puisque le plastique caméléon. Et alors que, oh là là, le bon ordre des bonnes choses. Moi, ça m'a vraiment plu comme passage, parce que je trouve ça complètement con, évidemment, mais j'ai trouvé ça un poil intéressant à analyser, en tout cas. Donc là, on va avoir tout un spectacle qui ridiculise des femmes et des vieux, et c'est insupportable pour le personnage, et avec, d'ailleurs, il me semble que c'est aussi le cas dans Le meilleur des mondes, de l'odorama. Alors, je sais pas comment ça s'appelle là, mais un spectacle qui est aussi un spectacle d'odeur. Et vraiment, tout ce qui est de l'ordre du spectacle est vilipendé comme artificiel. Et ça, c'est aussi Rousseau, mais c'est aussi, d'une certaine manière, plus complexe, mais c'est aussi, moi, il me semble voir aussi quelque chose d'assez compliqué là-dedans, dans tout ce qui est de l'ordre du situationnisme et du post-situationnisme issu de Debord. On parle de quoi, concrètement ? Avec la société du spectacle. Voilà. Alors, l'apothéose du spectacle, hein, avec un ensemble parfait, les girls, on notera l'internationalisme, c'est négatif hein, dans le texte, firent demi-tour, montrèrent leurs fesses peintes en tricolore. C'était l'apothéose. Évidemment que c'est ironique d'avoir le cul en bleu, blanc, rouge. La télévision en relief et couleurs naturelles, hein, toujours le sarcasme, promenait ainsi chaque soir dans tous les foyers du monde quelques belles filles nues, qu'on aurait mieux fait de garder pudiques et cachées. C'est pas que j'aime l'objectification des femmes, mais là, c'est pas... Il s'agit de troquer l'objectification sexualisante publique contre une sexualisation tout aussi objectifiante privée. Ces spectacles hâtaient la pousse des adolescents, favorisaient les relations conjugales et prolongeaient les octogénaires. Et ça, on est en plein sarcasme. On est dans une espèce de caricature de discours de progrès, et là on dirait même une réclame en fait. Et ça c'est je pense, à mon avis, le propos. Voilà. Et donc on va avoir notamment le fait qu'hommes et femmes sont vêtus des mêmes combinaisons, etc. Donc une espèce d'indistinction des sexes, mais pourtant avec un retour de la nature, c'est-à-dire que c'est les hommes qui ont des couleurs vives et les femmes sont couleurs ternes, ce qui pour le coup est plutôt l'inverse de ce qui se pratique dans ces années-là. Ah, bon, voilà, il y a plein de détails, mais c'est... Et avec, donc à chaque fois qu'il présentait le personnage de Regina Vox Monsen / Blanche Rouget, c'est intéressant, on va à la pêche au Rouget, non ?
Donc hop, boum, nature, etc. À chaque fois qu'elle est présentée, une espèce de sexualisation absolument dure, enfin immonde. Par exemple, elle était à cet âge de la pleine pousse, donc là on est complètement dans l'espèce d'un moment végétal, où se dessinent déjà les formes épanouies de la femme à qui toute chair est venue, et où le ventre plat, la taille fragile, les cuisses dures, rappellent encore la fillette dansante. Donc on est un peu après le moment de la nymphette de Nabokov, mais on est dans une sexualisation absolument dégueulasse des adolescentes. Et ça paraît tout à fait normal. Et ça va permettre, en fait, elle a 17 ans, le jeune âge de Blanche va être une excuse constante pour son comportement d'enfant. Moi, je ne cherche pas à dire si les filles de 17 ans ont des comportements d'enfant ou pas, et puis ça dépend de quoi on parle, etc. En revanche, le regard qui est porté dessus, qui est relayé par le personnage, qui est également celui du narrateur, est absolument immonde et misogyne. Parce qu'on aime bien quand on est un peu femme, mais pas trop. Le ventre plat, etc. Et avec aussi un écart d'âge qui est valorisé, mais parce que cet écart d'âge, il est une fragilité, et puis bon, c'est une enfant, donc on peut l'excuser. Mais il y a une espèce de valorisation de cette irresponsabilité. Voilà. Supposée, bien sûr. Et dans laquelle elle est de toute façon enfermée. Ah, et on va avoir plein de moments. Donc là, on commence déjà à voir cet éloge de la nature. Hein. François mangea de bon appétit, fils de paysan, il préférait les nourritures naturelles. Mais comment vivre à Paris sans s'habituer à la viande chimique, aux légumes industriels? Voilà, on est en plein sarcasme. L'humanité ne cultivait presque plus rien en terre, légumes, céréales, fleurs, tout cela poussait à l'usine dans des bacs. Et en fait, c'est un peu notre agriculture actuelle. Même en bio, hein. Le bio, c'est une question de ce qu'on met, hein, c'est pas une question de ça. Bon, voilà, l'éloge de la nature, et de l'effort pour faire pousser, et c'est dans la bonne terre. Bon, il n'est pas que fasciste, mais enfin, il est fasciste. Voilà, il appartient aussi au fascisme, et il fait signe vers ça. Et donc on va avoir tout le temps une espèce de valorisation de la nature sauvage. Ainsi, entre ces villes artères, la nature retournait à l'état sauvage. Une mer de buissons avait envahi les campagnes abandonnées, bouché les sentiers, recouvert les ruines des anciens habitats inconfortables. Dans cette brousse subsistaient quelques oasis de champs cultivés auxquels s'accrochaient des paysans obstinés, qui sont évidemment les vrais résistants de 42-43, les vrais paysans. Bon, voilà. J'espère que vous sentez mon sarcasme. En tout cas, on est dans quelque chose qui, voilà, d'époque absolument... absolument pétainiste et collaborationniste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Alors on va avoir un moment, je sais pas s'il faut le lire en entier, mais qui m'a... un peu plus tard sur Blanche, elle avait encore l'esprit et le cœur plus au jeu qu'à l'amour, mais ça n'empêche pas de la reluquer. Hein. Elle demeurait très jeune, comme une pêche à la peau dorée, qui paraît mûre et ne l'est pas tout à fait, parce qu'on l'aura bien tâté et bien goûté. Non, mais ça va pas de comparer les femmes et les pêches, en fait. Donc voilà, on a un peu tout ça. Épouser François, donc là on est en genre de focalisation interne de ma Blanchette. Épouser François, c'était renoncer à sa carrière de vedette, à cette vie si amusante. Elle le connaissait, elle savait qu'il ne supporterait pas que sa femme fût indépendante de lui. Il ne voulait pas d'une associée, mais d'une épouse attachée à son foyer, à ses enfants, à son mari. Et ça, c'est très bien. Et elle veut pas, mais elle va apprendre qu'il faut. Bon, je sais pas. Vous faites vraiment lire ça à des ados? Voilà, donc c'est... Et un peu la page d'après, une seule chose compte, une seule chose est belle, l'effort. Donc on a bien compris que la vie si amusante, elle est très, très, très... voilà, sarcastique. Alors après, on va avoir l'attaque, donc c'est dans voilà, c'est au début de la chute des villes, l'attaque de l'empereur noir, d'ailleurs il n'y a pas de guillemets, et cet empereur noir, alors de temps en temps il y a le N-word évidemment, parfois avec guillemets, parfois sans, mais qui va, je vais quand même dire un mot de ça, parce que c'est quand même très intéressant, me semble-t-il. Donc là, voilà, c'est tableau d'exposition, un littéral tableau de Paris et de la vie moderne. C'est du Robida hein, sur ça, mais fasciste. Et on va avoir l'allocution télévisuelle de l'empereur noir. Au moment où je parle, de tous les points de notre territoire, un millier de torpilles aériennes s'envolent, dirigées vers des buts précis. Aucun radar ne pourra les déceler, aucune contre-fusée les atteindre, aucun rayon les détruire. Chaque torpille atteindra, à 1 mètre près, l'objectif auquel elle est destinée.
Dès les premières heures se sont abattues, créant autour d'elles le désert. Ah non, pardon, déjà les premières se sont abattues. À l'aube, notre armée aérienne débarquera en territoire ennemi. Elle se compose de 100 000 avions transportant 10 millions de guerriers. Chaque appareil, une fois posé à terre, devient une forteresse, etc. Même les villes souterraines auront été déterrées comme des truffes et pulvérisées par nos torpilles fouisseuses atomiques. Cette heure marquera la fin de notre guerre avec la nation qui nous a provoqués et mettra un terme au règne de l'homme blanc sur ce continent. Ainsi sera effacé un long passé d'humiliation et de souffrance. Nos ancêtres vivaient en paix dans leur forêt natale. Et là, c'est le mythe du sauvage qui revient. Raciste, hein. Leur forêt. Mais enfin, il y avait des royaumes en Afrique. C'est pas, enfin, là c'est vraiment l'idée des Africains comme des hommes singes, quoi. Enfin, c'est immonde. L'abri des forêts a été violé, toujours cette assimilation terre-femme, parce que comme ça, on va avoir le viol, le territoire, etc. Et surtout, les deux sont des propriétés. Ça, c'est fasciste. Ça, c'est de la ventriloquie fasciste. Nos aïeux ont été arrachés à notre mère Afrique, transportés à des milliers de kilomètres de leur sol natal, battus, traités comme des chiens par les blancs vaniteux. Et là, c'est la traite triangulaire. Et c'est vrai. Après des siècles d'esclavage, nos aïeux réussirent à s'affranchir, demandèrent leur place au soleil. Et là, en fait, ça, c'est leur place au soleil. Ça a un truc un peu mesquin à côté de l'esclavage, en fait. Les hommes blancs n'en continuèrent pas moins à les considérer comme des bêtes. Ils leur réservèrent les travaux les plus sales, les plus humiliants, jusqu'au jour où, jugeant que ces sales devenaient trop nombreux, faisaient concurrence à la main-d'œuvre nationale et menaçaient la sécurité intérieure. Ils voulurent se débarrasser de ces hommes dont ils n'avaient plus besoin. Ce fut la tragédie de 1978. Les immenses convois de nature transportant un peuple arraché une fois de plus à ses foyers jusque dans ces pays du Sud dont la population dut, sous la menace des canons, accepter ce qu'elle appela l'invasion noire. Alors là, on a quelque chose d'absolument ahurissant, qui est le fantasme d'une déportation de masse dans les années 40 de la population noire, et donc d'un retour de la traite triangulaire. Et donc finalement avec une invasion noire qui est entièrement pilotée par les Blancs. Est-ce que c'est un fantasme ? Non mais, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Des envahisseurs malgré eux, près de la moitié mourut de faim. Mais Dieu le retrouvait, veillait sur son peuple. Il permit que quelques hommes se levassent, qui avaient pris aux Blancs le meilleur de leur science. Toujours le progrès qui se retourne contre tout le monde, et donc il ne faut pas de progrès, pas de livre dans la communauté patriarcale de François Deschamps. D'ailleurs, on peut dire, mais c'est complètement avec Khmer Rouge, le gars. Mais voilà. On voit en quoi les Khmer Rouges, c'est un mouvement qui est à la fois, évidemment, de gauche, mais aussi d'extrême droite, avec ce genre de choses. Ça, cet élément-là, il est d'extrême droite. Après, toutes les combinaisons sont possibles. Et je suis pas en train de dire qu'il y a une pureté, une innocence de gauche, j'y crois pas. Je parle précisément de l'appel à la nature et de ce mythe de la nature. L'idée de partage complet, ça, c'est plutôt de gauche, quoi, par exemple. Ça dépend ce qu'on en fait. Sociologue, ingénieur, savant, médecin... Sociologue, on commence par les sociologues. Savants, médecins, organisèrent méthodiquement le défrichement de la forêt vierge, firent de ce continent aux 3/4 inhabité un continent habitable. En moins d'un siècle, sous un climat qui nous convient parfaitement, notre population a augmenté dans la proportion de 1 à 100. Des villes immenses ont été bâties, des usines construites, la technique poussée dans tous les domaines au plus haut point de perfection. Et ça revient sur l'idée profondément raciste d'un retard de civilisation, notamment pour l'homme noir, je reprends, ou le noir, les termes de Gobineau. Voilà. En fait, chez Gobineau, il y a une tripartition raciale sur le globe entre le blanc, le noir et le jaune. Ça, c'est de l'inégalité des races humaines. On est en plein 19e, mais c'est réédité dans les années 40. Et ça repose sur une idée qui n'est pas que chez Gobineau, qu'il y a en fait globalement un développement commun entre toutes les races, mais Gobineau il ne le pense pas entièrement, et un retard racial de certaines. C'est pour ça qu'on voit en fait, chez ceux que maintenant on comprend comme atteints de trisomie 21, des Mongoliens. Parce qu'on imagine en fait que il y a une... le terme va pas me revenir, mais que quand on est dans l'embryon, on retrace l'histoire de l'humanité, et donc on passe par les différentes races. Pas pour ce qui est de la couleur phénotypale, en fait, mais pour ce qui va être des traits. Et donc, finalement, le mongolien est, je mets d'énormes guillemets pour retracer et caricaturer des propos d'époque, attardé, avec d'immenses guillemets, en ce qu'il est au stade asiatique, qui est en retard par rapport au stade blanc. C'est ça. Ça, c'est le fondement du racialisme, du suprémacisme blanc.
Et donc là, il y a l'idée, en fait, le mythe que je vous disais des dystopies antiféministes, que les femmes vont prendre le pouvoir et ça va être déraisonnable et les hommes finissent dans des camps où ils sont pompés, littéralement, c'est Calmos. Hein. C'est pas que Calmos, il y en a plein. Des mythes comme ça, qui sont semi-fantasmes, semi-effroi et panique morale. On l'a ici d'un point de vue racial. Et honnêtement, moi, cette hypothèse, cette espèce d'histoire dans le futur, avec tout ce passage de l'empereur noir, moi, je l'avais complètement zappé, complètement oublié, et j'ai trouvé ça hyper intéressant que ce soit écrit en 42, quoi. Et cette espèce d'imagination d'où peut mener la science en se retournant contre ceux qui l'ont inventé, aussi. Donc finalement, là, il n'y a pas l'idée d'une espèce de retard, on va dire, biologique, mais en revanche, l'idée d'une revanche, ça n'est pas terrible, mais par contre, j'aime pas trop par contre. Pourtant, l'idée d'une revanche raciale apparaît ici, moi, je dirais de l'ordre d'une panique morale, mais qui en fait est légitimée par ce qui s'est déjà passé et les déportations que l'on imagine encore dans le futur, et qui sont contemporaines des déportations, notamment des juifs. C'est sidérant. C'est vraiment sidérant comme texte. De lucidité, d'une certaine manière, de mauvaise foi et de mauvaise conscience, et de racisme. C'est tellement raciste. Alors nos anciens persécuteurs ont pris peur une fois de plus, et voici qu'ils ont déclaré la guerre aux descendants de ces esclaves noirs, etc. Cette guerre, nous la savions inévitable, il y a 20 ans que nous nous y préparons, nous la gagnerons, que dis-je, nous l'avons gagnée. Et donc finalement, c'est une espèce de victoire à la Pyrrhus qui est prêtée à la population noire, et dans cette guerre de race, mais qui est en même temps une façon de sauver l'humanité de son destin en revenant à la Terre. En fait, c'est du survivalisme, hein. C'est 100% du survivalisme. Et toute la partie sur le chemin de cendre, ou la route de cendre, là je sais déjà plus, pour revenir, etc. Bon, mais c'est l'exode, mais c'est le chemin de cendre, c'est 100% du survivalisme. Et donc là, on voit des images de multitudes de femmes, d'enfants, de vieillards, habillés de vêtements de couleurs violentes, hurler leur joie. Et là, on est dans une déshumanisation complète, d'ailleurs, il n'y a pas d'hommes. Bon, on peut imaginer que les hommes sont dans les avions, mais on est aussi dans le triomphe cruel, inhumain, etc. Supposément que les blancs seraient plus humains dans leur victoire et qu'ils ont une violence proportionnée. Pas plus que les autres, hein. Un peu plus loin, François, tout cela, dit-il, est notre faute, les hommes ont libéré les forces terribles que la nature tenait enfermées avec précaution. Pour le retour à la nature, l'orgueil, la martia, la faute tragique, le contre-nature. C'est pas forcément fasciste, mais c'est le lit du fascisme. C'est commun au fascisme et à tous ces appels à la nature qui sont anti-progressistes, et très souvent aussi, honnêtement, moi je vois pas d'exception, misogynes, antisémites, racialistes, etc. et racistes. Et là, dans la suite, on va être complètement en plein racisme. Son idée de contre-nature, c'est une idée qui est quand même fascisante. Ils ont cru s'en rendre maîtres, donc de la nature. Donc là, hop, on revient à Descartes. C'est aussi anti-lumière, anti-progrès. Hein. On est à peu près anti-tout, là. Ils ont nommé cela le progrès. Boum, là, c'est anti-19, 8e siècle. C'est un progrès accéléré vers la mort. Voilà. Et parce qu'on a aussi toujours cette espèce de vitalisme, bon, mais qui est très romantique et très fasciste. Comment l'expliquer? Parce que le romantisme n'est pas en soi fasciste, mais le fascisme découle du romantisme. Alors, comment le voir complètement, etc. Je sais pas. Là, moi, je suis vraiment pas une spécialiste des rapports entre romantisme et fascisme, mais oui, il y a quelque chose de déjà fascisant dans le racisme, dans le romantisme. Putain, le lapsus, c'est abominable. Moi, honnêtement, si on me demande de quel côté je me place idéologiquement, c'est des Lumières, et des Lumières vues à l'aune de leurs propres principes et du féminisme matérialiste, en fait. Ouais, je veux dire, je vois pas d'autre progressisme que ça. Et ça amène dans l'application des choses qui sont très différentes de ce qu'on revendique comme universaliste, qui est souvent de la pensée raciste et laïcarde, en fait. Ouais. Donc c'est intéressant de se confronter à un texte comme ça, mais pas en 5e, quoi. J'étais un peu plus vieille, je pense que j'étais en 3e quand j'ai dû lire ça. 4e, 3e.
Ils emploient pendant quelque temps ces forces pour construire, puis un beau jour, parce que les hommes sont des hommes, c'est-à-dire des êtres chez qui le mal domine le bien. Et ça, c'est un fondement de la pensée de droite et d'extrême droite. C'est d'avoir une anthropologie humaniste négative. Ce qui est l'inverse de Rousseau. Mais il y a du rousseauisme là-dedans. Hein. Parce que le progrès moral de ces hommes est loin d'avoir été aussi rapide que le progrès de leur science, ils tournent celle-ci vers la destruction. Cette fois, ce sont les Noirs qui commencent. Ça peut être n'importe qui, donc. Etc., etc. Bon. Et puis après, là, on va avoir vraiment le cataclysme, les inquiétudes, etc. Et c'est quand même pas inintéressant, mais je vais pas tout spoiler. Je sais pas. Donc, en tout cas, c'est un texte, moi, qui m'interpelle énormément sur cette question de « mais comment se fait-il qu'on lise encore ça ?» Alors, je l'ai donc fait, j'y ai pas trouvé que des intérêts, mais je suis extrêmement étonnée, perplexe de ce qui se passe dans ce livre, de ce que ça donne, etc. Et de ma relecture. En tout cas, il contient bien, à mon avis, une inventivité ahurissante en termes d'invention technique, de confort, etc. Il est très bon dans la description de la ville. Tout ça fonctionne bien. Mais bon, c'est une écriture classique tranquille. Hein, c'est pas... voilà. Classique avec... moi, les sarcasmes, j'ai bien aimé. Mais il y a quelque chose d'un peu fuyant par rapport... Enfin, bon, voilà, si quand vous lisez vraiment les pamphlets de Céline, l'antisémitisme, il saute aux yeux. Hein, il est écrit sur la page. Là, il va vous manquer quand même une phase de décodage. Il va nécessiter une phase de décodage. Je pense qu'elle est très importante et on a vraiment plus qu'intérêt à comprendre ce qui fonde les esthétiques fascistes, ce qui va fonder la misogynie en littérature, le male gaze, etc. Là, le male gaze, c'est pas seulement de voir... oh là là, la poitrine comme des œufs de pigeon de Blanchette. Hein. Voilà. C'est aussi ça, mais c'est plus largement aussi toute cette espèce d'appel à la nature complètement réactionnaire. Il appartient au male gaze. C'est un regard de domination qui est permanent et qui se fonde sur cet idéal d'une nature qui n'est même pas une nature naturante, hein, qui n'est pas une nature en progrès, qui est la nature stable, de la peine et de l'effort, de la terre qui ne ment pas. Et on a vraiment, vraiment du boulot et du pain sur la planche. Je vous dis à bientôt.